Donc la médecine personnalisée ou médecine de précision, premièrement, c'est un monde idéal pour le cancérologue, c'est-à-dire, Maud a déjà parlé, un bon médicament au bon malade, au bon moment, avec une bonne tolérance, et aussi peut-être une absence de toxicité financière, mais ça, c'est pas évident. Premier élément. Et c'est un monde idéal et que tout cancérologue voudrait voir utilisé. Alors, ça a commencé en fait dans les années 40, lorsqu'on a découvert la chimiothérapie. La chimiothérapie à partir des gaz moutarde et les premiers traitements des lymphomes. Et on a dit avec la chimiothérapie, ça sera une médecine personnalisée. Mais très vite, on s'est aperçu que beaucoup de malades ne répondaient pas, que le taux d'attrition aux molécules cytotoxiques était très important. Et donc la chimiothérapie classique n'est pas une médecine de précision. En fait, les débuts de la médecine personnalisée, c'est le cancer du sein dans les années 60 avec la découverte du récepteur estrogénique et des premiers anti-estrogènes, le tamoxifène, qui répond effectivement, les malades répondent s'ils ont des récepteurs estrogéniques positifs, mais seulement dans 2/3 des cas. Par contre, si vous n'avez pas le récepteur estrogénique, il n'y aura pas de réponse. C'est le début de la médecine personnalisée, ça il ne faut pas l'oublier, avec un biomarqueur en immunohistochimie, le récepteur estrogénique. Et puis est apparu à partir des années 2000, l'ère de la génomique, en particulier la transcriptomique à l'époque, et en particulier dans le cancer du sein, on a complètement démembré le cancer du sein et on s'est aperçu que 15% des cancers du sein étaient des cancers du sein HR2 positifs avec une hyperexpression du récepteur de type HR2. Et est apparu en même temps un anticorps monoclonal qui s'appelle l'Herceptine et qui a complètement révolutionné la prise en charge du cancer du sein avec une driven mutations et donc le développement de cette médecine de précision. Puis sont apparus d'autres exemples. L'apparition, et on en a parlé, des tests compagnons pour d'autres pathologies. Et puis maintenant, la question est posée, c'est comment tirer le meilleur parti de la thérapie ciblée. Et on le verra, c'est le futur, c'est maintenant, avec d'une part les NGS, permettant de faire donc du séquençage à haut débit, la pharmacoimagerie qui va nous aider. Et le but aujourd'hui est de dire, mais est-ce que ce médecine de précision, ça sert à quelque chose par rapport au traitement classique ? Ça paraît comme ça simple. Tout le monde pense que oui, mais vous allez vous montrer quelques études qui pensent qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire. Alors juste les biomarqueurs que nous utilisons actuellement en médecine de précision, dans le cancer du sein, je vous l'ai dit, c'est les récepteurs hormonaux, HR2 pour la sélection du trastuzumab. On a aussi des signatures génomiques, non pas d'efficacité de traitement, mais de prévoir le pronostic des traitements, ce qu'on appelle des signatures génomiques prédictives, avec en particulier Oncotype DX, mais depuis il y en a plusieurs qui sont apparus sur le marché, en particulier le PAM50. Dans le côlon, on utilise le CARAS pour guider le traitement anti-EGFR, les microsatellites instabilité pour mieux utiliser une chimiothérapie par 5 flux. Le GFR, mutation de GFR, c'est l'exemple typique dans le cancer du poumon. Et on a même développé avec Philippe de la pharmacoimagerie en rapport avec ces anti-EGFR pour mieux sélectionner les patients. Vous avez aussi certains marqueurs pour maintenant mieux sélectionner la chimiothérapie. Donc on revient à nos sources. Dans le glioblastome aussi, la thémozolamide, on peut utiliser la GMT méthylation pour mieux sélectionner les patients. Et dans le mélanome, vous savez que la mutation du BRAF V600E permet un traitement par Zelboraf. Alors maintenant, comment fait-on pour développer des essais de médecine personnalisée ? Puis pour démontrer une fois pour toutes que cette médecine personnalisée pourrait servir à quelque chose. Alors on a deux types d'études. Vous avez des études stratifiées et des études qui testent l'algorithme. Études stratifiées, on va tester un nouveau médicament. Alors soit on est devant des études qui sont stratifiées moléculairement, on prend un type tumoral seulement avec un ou plusieurs altérations moléculaires et on met en place donc le traitement. Ou bien on peut utiliser ce qu'on appelle une approche histologique stratifiée, c'est-à-dire, vous l'avez présenté Maud, un même médicament mais qui peut agir potentiellement sur plusieurs types tumoraux en fonction d'une mutation qui existerait sur ces différents types tumoraux et on peut donc ainsi tester ces médicaments. Donc c'est une étude qui est étude adaptive et qui permet d'arrêter rapidement les traitements si ce n'est pas efficace et il y a des possibilités de randomisation. La deuxième possibilité d'alimenter ces essais de médecine personnalisée, c'est d'utiliser des essais qui sont basés sur un algorithme qui peuvent être randomisés ou non pas randomisés, c'est-à-dire qu'on teste la méthodologie médecine personnalisée
basé sur plusieurs mutations et plusieurs médicaments, et on voit par rapport à une population normale, si c'est randomisé, si ça apporte quelque chose. Ça serait, si vous voulez, l'élément essentiel qui permettrait de montrer, une fois pour toutes, que la médecine personnalisée apporte quelque chose par rapport à une médecine standard. Ça a été le cas, par exemple, de Shiva 1, je ne sais pas si vous vous souvenez, Shiva 1, mais les résultats sont négatifs, mais peut-être qu'on n'avait pas assez sélectionné les traitements pour ces patients. Et la dernière diapositive, donc les études qu'on peut faire pour essayer de mieux démontrer que cette médecine de précision sert à quelque chose en oncologie, même si on est persuadé par certaines molécules. Vous pouvez faire des études rétrospectives, c'est facile à faire, mais c'est pas tout à fait stable et surtout il est quelquefois difficile de distinguer les effets positifs en rapport avec les biomarqueurs qui peuvent être soit pronostiques, soit prédictifs. Donc ces études rétrospectives actuellement sont abandonnées. On peut faire des études rétrospectives, on peut faire des études prospectives non randomisées, ça c'est facile, mais il y a absence de comparateur, donc on ne démontrera jamais que la médecine de précision sert à quelque chose. On peut faire des études prospectives non randomisées, mais en utilisant le malade comme son propre comparateur. C'est-à-dire qu'on prend un malade qui est traité par un traitement standard et on regarde sa survie sans progression. On met ensuite un médicament correspondant à la médecine de précision en fonction de la mutation et on voit si la survie sans progression liée au médicament est supérieure de 1,3 par rapport à le traitement standard. Il y a 2 essais qui le démontrent, c'est Moscato et puis un autre essai américain. Le plus important, ce serait de faire des études randomisées prospectives. C'est plus robuste, ça évite les biais, mais c'est très difficile à mettre en place. Ça ne tient pas compte aussi de l'hétérogénéité tumorale et ça peut être quelquefois difficile à interpréter avec des surinterprétations. Bien sûr, on rentre maintenant dans les big data. Vous avez des méta-analyses qui peuvent être mis en place. C'est intéressant, mais il faut être sûr des publications et sûr qu'il n'y ait pas de biais dans la sélection des études. Et enfin, donc, on arrive au dernier élément et on arrive donc aux larges databases. Ça permet d'exploiter donc des quantités importantes de data. Une étude statistique peut atténuer les limitations. Et puis donc, par contre, il faut être sûr de l'exactitude et de l'aspect complet donc, des datas. Donc voilà actuellement sur quoi on travaille pour essayer de démontrer que la médecine de précision est efficace et apporte quelque chose par rapport à une médecine standard. Mais il n'y a pas encore d'essai randomisé qui le démontre. Actuellement, à Curie, on travaille sur un essai qui s'appelle SIVA 2, où on va donc avoir une population témoin, traitée par un traitement standard, une population qui est traitée dans le cancer du sein et des cancers du poumon, en fonction de la mutation génomique, puisque maintenant, grâce au NGS, on peut faire des larges panels de mutations génomiques, et on traite, et on voit, en termes de survie, si la médecine de précision a apporté quelque chose par rapport à une médecine standard. Donc voilà le challenge pour nous.